Donc, pour introduire cette table ronde, eh bien, je vais convoquer mes souvenirs personnels et mes ancêtres. Puisqu'on a dit qu'il fallait humaniser la paix, eh bien, je vais le faire à ma manière. Je vais évoquer mon arrière-grand-père, Gustave, qui avait trivialement l'habitude de dire qu'il avait 2 trous de balle, ce qui faisait beaucoup rire ses arrière-petits-enfants dont je faisais partie, car effectivement, il avait reçu une balle dans l'épaule, qui lui avait traversé l'épaule. C'était dans les Dardanelles. Il s'était battu pendant la Première Guerre mondiale, et à son enterrement, j'avais 11 ou 12 ans, je portais ses médailles de guerre sur un petit coussin rouge en velours. Ça, je ne l'oublierai jamais. Je vais aussi convoquer la mémoire de mon grand-père, Robert, le fils de Gustave. Lui avait choisi la résistance. Il était entré dans les FFI en 1944, et j'y fais référence alors que dans quelques jours, nous fêtons le 75e anniversaire du débarquement. Robert, Gustave, ce sont mes héros à moi, mes héros familiaux, mais ce sont aussi les témoins de 2 grandes guerres, de grands conflits mondiaux qui ont marqué le XXe siècle, mais dont on voit bien, après avoir écouté le discours d'Hervé Morin, après avoir écouté M. Mukwege, que eh bien, ces conflits sont des conflits anciens. Les conflits d'aujourd'hui prennent de nouvelles formes. Ils sont peut-être plus diffus, plus fragmentés, plus complexes aussi. Enfin, ce n'est pas à moi, spécialiste, puisque je ne le suis pas, d'en parler. Et pour ce faire, je vais appeler les spécialistes en question, et nous pourrons ensuite discuter, puisqu'on aura vu quelles étaient ces nouvelles formes de conflits, discuter de comment doivent s'adapter les faiseurs de paix. Qui doivent-ils être? Est-ce que l'ONU est toujours la colombe de ce monde? Eh bien, nous allons en discuter avec celui qui va poser les termes de ce débat. J'appelle Bertrand Badi, politiste. Oui, vous pouvez l'applaudir. Professeur des universités à Sciences Po. Et puis, pour alimenter le débat, une fois que Bertrand Badi l'aura posé, eh bien, je vais demander à Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, de venir nous rejoindre. Justin Welby, archevêque de Canterbury. Eamon Gilmour, représentant spécial pour les droits de l'homme de l'Union européenne. Ruby Bridges Hall, qui fut la première élève afro-américaine à entrer dans une école blanche aux États-Unis dans les années 60. Et elle mène aujourd'hui un combat contre la ségrégation et le racisme au sein de sa fondation, de la fondation qui porte son nom. Peut-être que d'autres intervenants nous rejoindront, mais hélas, il semble y avoir quelques soucis sur la ligne de chemin de fer qui nous conduit jusqu'ici. Donc je n'en dis pas plus, et je vais tout de suite céder la parole à Bertrand Badi. Oui. Je suis d'abord très heureux pour la 2e année d'être ici présent à cette grande manifestation qui devient un incontournable rendez-vous pour débattre et surtout pour construire la paix. Alors permettez-moi, pour commencer, peut-être de faire la liaison avec ce que nous avions évoqué l'année dernière, c'est-à-dire cette mutation profonde qui affecte la guerre, avec une contradiction majeure qui pèse sur la question qui nous retient aujourd'hui. Cette contradiction majeure, c'est que nous avons encore en tête les guerres d'hier, alors que nous vivons des conflits aujourd'hui que nous regardons comme s'ils étaient le prolongement de ce que nous avons connu hier. Ce qui veut dire que les modes de résolution des conflits aujourd'hui ne peuvent plus exclusivement s'inspirer des formes de résolution que nous avons ou que nos ancêtres ont bâties hier ou avant-hier. Ce qui veut dire aussi que le verbe humaniser prend une force énorme, car nous basculons dans un monde où l'humain, de plus en plus, remplace les formes politiques traditionnelles dans la conduite des affaires du monde, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, remettre l'humain au centre du monde, c'est déjà un peu œuvrer pour la paix,
Et je voudrais rendre hommage ici à une grande agence qui est le Programme des Nations Unies pour le développement, qui en célébrant l'idée de sécurité humaine avait compris qu'effectivement aujourd'hui, le fond du problème de la paix, c'est de construire un monde qui, comme l'a magnifiquement illustré Rockwell, est protégé de toutes les peurs humaines, peurs en matière alimentaire, en matière sanitaire, en matière environnementale, en matière sociale, en matière culturelle. Ça veut dire aussi autre chose, c'est que la puissance n'est plus au centre de la guerre. Et effectivement, nous avons pensé autrefois la paix, d'ailleurs de manière méprisante, en considérant que la paix, ce n'était que la non-guerre, et en considérant que la paix, c'était l'extinction de la puissance. Non, ce n'est plus seulement la puissance qui est en cause comme facteur de guerre, c'est aussi la décomposition des sociétés, des institutions, des États, des formes de sociabilité élémentaires qui permettent à la société humaine d'exister. La paix, c'est la reconstitution justement de ce tissu humain dont la rupture, dont la déchirure est probablement une des sources majeures de conflictualité. La paix, c'est aussi reconstruire des sociétés sans contrat social. C'est aussi regarder que 90% des conflits que nous vivons aujourd'hui sont des conflits intra-étatiques et non plus interétatiques. C'est aussi mettre en évidence le lien énorme qu'il y a entre la non-satisfaction des besoins sociaux élémentaires et cette violence diffuse qui irrigue, pour le malheur de tous, les différentes parties de la société humaine. C'est aussi considérer que lorsque l'être humain tombe en deçà d'un niveau minimal de satisfaction de ses besoins élémentaires, il est habité, il faut l'avouer, par une demande sociale de violence. Et considérer que cette demande sociale de violence, elle fait le jeu de ces professionnels de la violence, de ces entrepreneurs de violence, qui savent saisir cette occasion pour se constituer une clientèle. Alors, à partir de là, il y a une remarque forte et qui est une forme d'interpellation aussi. Que vaut le traitement militaire? On peut répondre au canon par le canon. Est-ce que l'on peut répondre à la décomposition sociale par le même canon? Est-ce que véritablement l'arme est un moyen de faire face à ces défis qui expliquent ce lent glissement de pans entiers de la société vers la guerre? Il faut admettre aussi quelque chose que l'on a du mal à voir et qui pourtant est réel. Il n'y a plus de victoire militaire, ce qui prouve bien que l'instrument militaire n'est plus au centre des solutions politiques. Avez-vous remarqué que les guerres ne se gagnent plus et ne se perdent plus? Que les guerres n'aboutissent qu'à des destructions réciproques sans que l'on puisse parler de victoire? Est-ce que c'est une nouvelle victoire de la Marne qui pourra régler le problème du Moyen-Orient ou du Sahel? L'illusion que c'est le cas nous conduit dans une surenchère militaire qui ne fait qu'aggraver les conflits au lieu de les contenir et au lieu, évidemment, de les résoudre. Cela veut dire que faire la paix aujourd'hui, c'est recourir, dans une métaphore légèrement médicale, à ce que j'appellerais le traitement social de la conflictualité. C'est ça qu'il faut imposer. C'est-à-dire effectivement constater que cette conflictualité est liée directement à cette insuffisance du social. C'était le grand Boutros Boutros-Ghali, que je suis ému de saluer, surtout devant Mohamed al-Baradei, le grand Boutros-Ghali qui disait dans l'agenda pour la paix, presque toutes les guerres s'expliquent aujourd'hui par l'injustice sociale. Il l'a écrit en 1992. C'est donc le traitement social qui est le premier faiseur de paix aujourd'hui. Alors évidemment, ce traitement social a contre lui le fait qu'il demande du temps. Et là, c'est vrai que le temps agit contre la paix, que c'est le travail d'une génération que de raccommoder ces sociétés déchirées, voire de constituer ces sociétés qui n'ont jamais choisi d'être sociétés parce qu'il n'y a jamais eu de négociation de contrat social en leur sein.
Ce temps est long, et donc il faut, à côté de cela, à côté de ce qui est le traitement nécessaire de la violence aujourd'hui, c'est-à-dire lutter contre l'humiliation, cette humiliation qui a empoisonné les relations internationales pendant des décennies et des décennies, cette humiliation qui est le résultat d'une construction naïvement hiérarchique du système international et qui est la cause de tous les ressentiments et de bien des violences que nous constatons aujourd'hui. Raccommoder tout cela, sécurité humaine, respect, dignité contre l'humiliation, cela demande du temps. Alors, dans le court terme, quels sont les faiseurs de paix de court terme? Eh bien sûr, se pose là la question de l'usage de la force à titre immédiat pour éteindre les incendies, non pas pour faire la paix, mais pour faire l'armistice, avec là aussi des contresens gigantesques. Tout le monde veut devenir policier dans ce monde, tout le monde veut devenir gendarme dans ce monde, alors qu'il n'y a pas de gendarmerie. Il ne peut pas y avoir de gendarme légitime s'il n'y a pas de gendarmerie organisée et légitimée. C'est la raison pour laquelle le passage par une reconstitution du multilatéralisme est un passage indispensable. Seul le multilatéralisme peut fournir ces gendarmes désintéressés, car l'intervention de puissance est toujours une intervention aggravante, précisément parce que se fait au nom d'une puissance et au nom d'un intérêt de puissance. Savoir dépasser l'intérêt de puissance pour construire un intérêt général de l'humanité, c'est la tâche du multilatéralisme. Et c'est la tâche d'un multilatéralisme qui s'est fait et s'est constitué avec aussi des résultats. Le programme dont nous parlerons peut-être de démobilisation, démilitarisation et réintégration est un programme fort pour imaginer ce que peut être et ce que doit être la paix. Alors, mesdames et messieurs, si on pose ces prémices, qui sont ces acteurs? Ce ne peut être en aucun cas les puissants. La puissance, c'est disqualifiée. C'est disqualifiée comme vainqueur des guerres, elle s'est disqualifiée comme faiseur de paix. Alors recherchons ailleurs. Il y a, et on n'en parle jamais, les petits États, les small states, qui précisément parce qu'ils ne peuvent pas être soupçonnés d'être porteurs de puissance, peuvent être porteurs de paix. Je pense par exemple au rôle joué par la Norvège à l'occasion des accords d'Oslo, dont les résultats n'ont pas été brillants et c'est moins qu'on puisse dire. Je pense aujourd'hui à un petit pays courageux comme l'Uruguay qui, au lieu de se précipiter dans le camp des pro-Maduro ou des pro-Guaido, a dit « mais montons une négociation entre les parties prenantes du conflit interne vénézuélien ». L'Uruguay était à peine audible, on a peut-être laissé passer une chance. À côté de ces small states, il y a effectivement ce multilatéralisme que j'évoquais tout à l'heure et dont j'espère que Jean-Marie Guéhenno pourra tout à l'heure nous dire un mot. Multilatéralisme régional. Plus on est proche des acteurs en conflit, plus on a chance de gagner. Le rôle qu'a pu jouer l'Union africaine sur les quelques rares conflits interétatiques en Afrique, je pense à la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie ou à la guerre entre l'Éthiopie et la Somalie, est un signe de ce que peut faire et de ce qui est du rôle normal des organisations régionales. Mais il y a aussi, bien entendu, le multilatéralisme global. Le multilatéralisme global, précisément et malheureusement bloqué par quoi? Eh bien par l'effet de puissance, c'est-à-dire par le jeu de veto au Conseil de sécurité. On retrouve toujours la puissance comme l'ennemi impuissante de la paix. Et puis, il y a les nouveaux acteurs, et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Ces nouveaux acteurs, eh bien, c'est d'abord des médiateurs individuels, des grands personnages qui, utilisant leurs ressources propres, leur charisme, le respect qu'ils inspirent, ont pu faire avancer la cause de la paix. Je pense au rôle qu'a pu jouer un homme comme Jesse Jackson dans la libération des otages au Liban. Je pense à un très grand auquel cette Assemblée doit rendre hommage aujourd'hui, qui est Kofi Annan, et qui, non seulement comme secrétaire général, mais ensuite comme homme, comme individu,
a joué un rôle considérable au Kenya, en Syrie, où, hélas, il n'a pas pu aboutir, mais où il a lancé des idées qui étaient peut-être trop fortes et trop bonnes pour qu'elles puissent aboutir. Il y a aussi les acteurs locaux que l'on néglige. On ne sait pas parler des acteurs locaux, des acteurs directs, de ceux qui sont en prise sur la réalité conflictuelle et sur leur culture. L'apport propre des communautés berbères, des communautés swahili, dans une approche originale destinée à marquer le terme d'une conflictualité. Et après tout, pourquoi nous n'aurions pas à apprendre de ceux qui sont sur place et pourquoi ceux qui sont à des milliers de kilomètres seraient les seuls habilités à apporter des solutions? Le rôle des ONG, qui est absolument capital, je regrette que Ronnie Broman ne soit pas là, mais je voudrais spécialement, puisque nous avons la chance d'avoir l'archevêque de Canterbury dans notre panel, louer le rôle que de nombreux acteurs religieux, au Soudan en particulier, ont pu jouer, ou prendre également le cas de Sant'Egidio et du rôle joué dans la solution du conflit mozambicain. Il faudrait aussi tenir compte de la force des diplomaties préventives qui ont été évoquées tout à l'heure. La diplomatie préventive, c'est justement cette main tendue pour éviter que la victime ne tombe dans le gouffre de la guerre. Et ça, c'est le rôle de tous. Le rôle des envoyés spéciaux des Nations Unies. On pensait pouvoir inviter Jacques Klein, qui a joué un rôle formidable dans la résolution du conflit libérien, par exemple. Mais pour terminer, car je vous sens tendu sur votre micro, chère modératrice. Vous avez raison. Je voudrais dire que dans une nuit d'insomnie, j'ai compté le nombre des faiseurs de paix possibles. Et après avoir calculé et recalculé, je me suis aperçu qu'il y en avait 7,5 milliards. 7,5 milliards de faiseurs de paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier faiseur de paix, c'est les individus que nous sommes, les individus que vous êtes. La paix, elle se porte d'abord dans le regard de chacun sur l'autre. Le premier facteur de guerre aujourd'hui, et Denis Mukwege l'a magnifiquement dit tout à l'heure, le premier facteur de guerre et de violence aujourd'hui, c'est ce regard tour à tour méprisant, agressif et peureux que nous portons sur l'autre. La vraie paix, c'est savoir conquérir l'altérité. Nous sortons dans un monde qui ignorait ou dramatisait l'altérité. C'est en banalisant l'altérité, en la regardant, ainsi que le disait très joliment Patrick Chamoiseau, comme le prolongement de nous-mêmes, que nous bâtissons au quotidien la paix. Merci. Merci Bertrand Badi pour cette introduction. Hubert Védrine, vous avez été ministre des Affaires étrangères en France. Quel est donc le rôle des États aujourd'hui et quel est l'état du multilatéralisme dans ce monde bouleversé? Eh bien, je voudrais d'abord remercier Hervé Morin de cette idée qu'il a eue depuis l'origine et des organisateurs de cette rencontre qui permet une confrontation intellectuelle dont j'espère qu'elle sera féconde, dont je suis sûr. Moi, j'ai un point de vue tout à fait différent. Mais c'est parfait. Il faut de la confrontation aussi. Notamment de Bertrand Badi, mais pas uniquement. Mais pas de tout. Par exemple, je suis tout à fait d'accord sur le rôle complémentaire, très utile, de petits pays. Vous avez cité l'Uruguay, la Norvège, on pourrait citer Oman, il y en a d'autres. Je suis tout à fait d'accord, il y a énormément d'organisations qui jouent un rôle tout à fait précieux, mais globalement, j'ai une approche différente. D'abord, je pense qu'il y a de moins en moins de conflits, pour commencer. Deuxièmement, je ne suis pas très à l'aise avec cette définition du concept paix, parce que si la paix, ça veut dire le paradis sur Terre, évidemment, on prend tous les sujets, on les mélange tous, et je ne sais pas comment on les traite, en fait. Donc je vais me reconcentrer. D'autre part, je pense que le règne de la force n'est pas fini. Je pense qu'il n'y a pas encore de communauté internationale. Je pense qu'elle est à construire, peut-être à partir de ce que vous avez dit dans la fin de votre intervention, et que c'est un travail en effet pour tout le monde, mais qu'on en est très très loin. Je pense que le jeu des puissances a redémarré, que tout ce qu'ont cru les Européens, les Occidentaux et tout le système multilatéral
dont il faudrait dire un mot, parce que là aussi c'est un terme ambigu, tout le discours qui est véhiculé dans le monde entier par rapport à ça, qui s'est développé après la fin de l'Union soviétique. Et tout ce qu'on a cru à l'époque, à mon avis, ne fonctionne pas. Et moi, je suis assez de l'avis d'un ancien ministre allemand des Affaires étrangères, ancien président du SPD, parti pacifiste, M. Sigmar Gabriel, qui a dit en parlant à ses compatriotes il y a quelque temps, « Attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques, et bientôt nous serons des véganes, et bientôt nous serons des proies. » Donc je pense que si on aborde les questions du monde d'aujourd'hui et de demain uniquement avec un océan de bons sentiments, on ne peut pas être contre les bons sentiments par définition, bien sûr. Si on l'aborde comme ça, on est perdu d'avance. Donc je pense qu'il faut réatterrir dans le monde réel. Je pense que la notion de puissance n'a pas disparu. Sinon, pourquoi parler du 6 juin ? Le 6 juin, ce n'est pas le rassemblement des ONG du monde entier. C'est la plus grande armada militaire qu'on ait jamais vue. Donc, oui, mais je ne pense pas que l'histoire humaine, il ne faut pas être prétentieux en ramenant ça à l'échelle de nos propres vies. Je ne crois pas que l'histoire humaine, il y a des choses à apprendre de la guerre du Péloponnèse, beaucoup de choses. D'ailleurs, les plus grands stratèges américains réfléchissent sur le piège de Thucydide, guerre du Péloponnèse. Donc le 6 juin, c'est une force militaire géante, plus forte qu'Hitler, qui a vaincu Hitler, qui a été vaincu non pas par les bons sentiments, mais par la résistance de l'Union soviétique à Stalingrad et par la force du débarquement organisée par les Américains. Donc c'est ça le fait. La fondation de la paix en Europe, c'est ça. Et l'Europe n'a pas fait la paix, elle a bénéficié de la paix. L'Europe n'est pas la mère de la paix, elle est la fille de la paix. Heureusement, on n'est pas dans cette situation. Aucun des conflits en cours, même si on a moins qu'avant, ne relève de cette problématique. Quant à dire que ça a complètement disparu, moi je ne me hasarderai pas à dire qu'on est complètement à l'abri d'un affrontement de puissance entre la Chine et les États-Unis. Vraisemblablement, ça va même dominer les décennies qui viennent. Ce n'est pas qu'un conflit commercial, c'est un conflit stratégique. La Chine veut devenir numéro 1 avant 2049. Les États-Unis n'accepteront pas qu'il y ait un autre numéro 1. Comment ça se passera dans les mers de Chine et ailleurs? Je ne dis pas que c'est inévitable, mais je dis on ne peut pas traiter ça uniquement à partir de démarches d'association, les gens qui sont avides de paix. Naturellement, ils sont avides de paix. Ensuite, il faut distinguer les cas où donc on rétablit la paix par la guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, pourquoi il y a des politiques de défense? Pourquoi il y a des politiques de dissuasion? Ça serait intéressant d'avoir un débat ici entre le chef d'état-major américain, le chef d'état-major chinois, le chef d'état-major russe, le chef d'état-major israélien, le chef d'état-major iranien. Ils ne tiendraient pas les mêmes propos que ce que l'on entend d'habitude. Je reconnais que ce n'est pas forcément le cas le plus fréquent, tant mieux. Après, puisqu'on parle de faiseurs de paix, il faut distinguer les cas où, dans un conflit, il y a une sorte d'épuisement et les protagonistes demandent de l'aide, enfin sont mûrs pour une demande de médiation, d'intervention. À ce moment-là, il faut voir quels sont les mieux placés. Ça peut être les États, mais pas forcément les États, qui interviennent à ce moment-là s'il y a une sorte de demande, vous voyez, par épuisement à la fin d'une longue guerre civile, comme à un moment donné l'intervention, il y a longtemps, de l'Arabie dans la guerre civile libanaise, il y a très longtemps. Et vous avez les cas où il n'y a pas de demande. Et donc une grande partie des questions qui sont abordées ici, et dans les tables rondes organisées dans la journée, c'est des cas de figure où on voudrait intervenir, mais qui c'est on? Ce qu'on appelle communauté internationale, c'est en général les Occidentaux. Les Occidentaux plus le système multilatéral. Les gens qui vivent dans le système Nations Unies, mais qui est un système en soi, en fait, qui n'a pas forcément d'emprise sur les situations. Donc comment on fait quand on voudrait mettre fin à des conflits ou prévenir les conflits? Vous voyez, je pense qu'il faudrait faire une typologie, parce que pour ceux qui raisonnent en termes d'efficacité, après toute cette réunion passionnante, qu'est-ce qu'on fait? Il faut voir les cas de figure qui sont tout à fait différents. Dans la prévention des conflits, je trouve ça très intéressant que vous ayez mis au point un indice de conflictualité avec un think tank australien. Ça, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut aller plus loin que les indicateurs que j'ai vus dans les documents. Je pense qu'il y a des cas de figure où, en partant des situations en effet de détresse extrême dans différents domaines qui ont été cités, mais notamment de minorités maltraitées, persécutées, menacées, ou bien de minorités qui veulent se venger du mauvais traitement. Je pense qu'il y a des indices précurseurs. À cet égard, il faudrait étudier
la façon dont se sont déclenchés les grands génocides du siècle écoulé. Il y a un livre extraordinaire récent que je voudrais citer de Bernard Brunto, qui est un expert du CNRS, qui a consacré sa vie à travailler là-dessus. Il parle de génocide au pluriel, en distinguant les cas où le terme est exact ou pas exact, mais il faut voir l'engrenage, le cheminement. Donc si vous voulez, après les réunions maintenant annuelles, rendez-vous qui devient incontournable, comme l'a dit Bertrand Badi, je pense qu'il faudra aller au-delà de l'analyse des risques et des engrenages. Il y a une série de situations. Il ne faut pas, à mon avis, mélanger avec la frustration sociale, avec l'écologie, tout ça, c'est trop vaste. Par contre, il y a des critères précurseurs, des indications qui conduisent à un engrenage très, très, très dangereux, sur lequel, à ce moment-là, on aurait la concentration, pas simplement des faiseurs de paix, mais des missions de prévention de la paix. Et là, on retomberait sur la question. La paix, au final, mais ça ne couvre pas tous les sujets, vous voyez. Donc moi, j'appelle pour des raisons méthodologiques, en fait, pour être plus efficace après la réunion, j'appelle à une sorte de sélection, de distinction, de typologie des cas de figure, pour savoir comment on peut prévenir, imposer, c'est un autre sujet, maintenir, entretenir. Voilà. Ça, ce n'est pas du tout les mêmes approches et ce n'est pas les mêmes intervenants. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Eamon Gilmour. Vous êtes représentant spécial pour les droits de l'homme à l'Union européenne, mais vous avez aussi été émissaire spécial pour la paix en Colombie, par exemple. Et donc, à ce titre, quelle expérience vous tirez de votre présence là-bas ? Merci. Thank you very much. I will have to switch language, which proves that we are genuinely an international event. May I first of all, as you mentioned, I have been working on the Colombian peace process, so let me pay tribute to the football team from Colombia. My third favourite football team, first of course is Ireland and then Northern Ireland, because we have two on the island, and then Colombia after that. I've had the experience of two peace processes, the Northern Ireland peace process and the Colombian peace process. And while both conflicts are very different, I think there are a number of similarities, and I think there are probably some lessons that we can draw from both. In both cases, you had essentially an armed insurgency, guerrilla movements, who were in conflict with their own state. In both cases, the states concerned attempted to defeat the guerrilla insurgency. And I think of the time of Prime Minister Thatcher in the UK, President Uribe in Colombia. And in both cases, the governments the states ultimately came to negotiate a peace agreement with the guerrilla organizations. And in both cases, although I would say with some difficulties, the peace agreements are holding and are succeeding. There are a number of things I think we draw from this. First of all, again in both cases, the peace agreements didn't happen at the first time. There were several failed attempts over several decades before an agreement was eventually concluded. The British government first met the IRA in 1972. Every president of Colombia, I think since 1980, attempted to negotiate with the FARC. And agreements were not concluded in the case of the IRA until 1998, and in the case of FARC, 2016. In both cases, it wasn't just a case of somebody inviting people to the table. There had to be years of informal contact as mediators of different kinds, church people, diplomats, people in civil society reached out to individuals that they knew and tried to establish what would form the basis for peace discussions. In both cases, and I think this is quite significant, given the way in which I think conflicts are changing, civil society played an enormous role, and a role I think that has not been fully recognized. The role, for example, of trade unions, youth organizations,
peace organizations of different kinds who both called on the combatants to cease violence, but also called on governments to engage and to try and find a solution. The role of women in both peace processes. I think it was said earlier, I think Dennis in his contribution, our Nobel laureate, talked about that you cannot have peace without the involvement of women, and I think that has been very true in both of those peace processes. And then I think also the role of the international community in a supportive role. The case of Northern Ireland, the role of the United States, the role of the European Union. In the case of Colombia, the role of the guarantor countries Cuba and Norway, the roles of the United States again and the European Union, the OAS, the regional organizations. A number of things that I would draw from both experiences. The first is the necessity for persistence. It doesn't happen at the first time. Secondly, I think looking at what causes people to take up arms in the first place. And to refer to my own role at the moment, I think the protection of human rights is, I think, at the heart of, I won't say preventing conflict, because I'm not sure you can ever fully prevent conflict, but certainly of reducing the risk of conflict is the protection of human rights and reducing the motivations which cause people to take up weapons in the first place. Okay, thank you. Merci beaucoup. Justin Welby, archevêque de Canterbury, vous, en tant que représentant religieux, vous vous êtes engagé aussi notamment au Sud-Soudan. Merci, Madame Renaud. Et merci beaucoup de m'avoir invité à m'adresser à ce rassemblement extraordinaire. Comme disait Winston Churchill, prenez garde, je vais parler français. La Normandie, pour la famille, c'est notre deuxième patrie et notre refuge depuis plus de 27 ans, et la France depuis plus de 40. De plus, les commémorations du débarquement ont une grande importance personnelle pour nous. Mon beau-père a débarqué au début du matin du 6 juin 1944 à la commande d'une batterie d'artillerie. Aujourd'hui, on pense beaucoup à lui. Humaniser la paix, c'est un thème de génie, parce que c'est un thème qui reconnaît la place centrale de l'humanité et de l'être humain. Dans cette petite présentation de moins de 10 minutes, je vais me concentrer sur des principes et finir avec des commentaires sur le Soudan du Sud. Le titre de cette réunion oriente notre attention sur les questions de guerre et de paix et les formes fragmentées et localisées qu'elles prennent dans le monde d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. La plupart d'entre nous savent de la guerre terrible qui a déchiré le Soudan du Sud depuis décembre 2013. Une guerre qui a laissé dans son sillon au moins 400 000 morts et 2,5 millions de réfugiés. En janvier 2014, mon épouse et moi nous sommes rendus à Djouba. L'évêque anglican, l'archevêque anglican local, nous a invités à l'accompagner au nord du pays dans un petit avion jusqu'à la ville de Bor, une ville dont le contrôle a changé 4 fois en 6 semaines. 3000 cadavres jonchaient les rues. J'ai dû consacrer un charnier, une tombe commune, pour les corps du clergé local, leurs épouses, souvent violées, et bien d'autres. C'est là la guerre à l'échelle humaine. Et si on veut faire la paix, alors il faut la faire à cette échelle-là aussi. Tout cela montre qu'on a besoin de partenaires à tous les niveaux pour faire la paix, depuis les plus hauts échelons du pouvoir jusqu'aux citoyens de base et à tous ceux qui sont souvent marginalisés ou croient n'avoir rien à contribuer. Il n'y a aucune organisation qui puisse travailler à tous les niveaux
et il est donc impératif d'établir des partenariats solides si on veut humaniser la paix. En 2005, un général britannique retraité, Sir Rupert Smith, a publié The Utility of Force, The Art of War in the Modern World, un livre qui soutient que la nature de la guerre a changé et est en train de changer. Il demande aux armées de travailler avec les organisations non gouvernementales, les ONG, et les organisations et réseaux d'opérations de paix. Il est évident que cela soit important, mais la réalité de ce travail est extrêmement complexe. Le travail est rendu complexe par les cultures différentes et parfois contradictoires des ONG, des groupes religieux, des forces armées, même quand elles sont engagées dans des efforts de paix, des branches de l'ONU, de la diplomatie, des représentants d'États et des organisations régionales comme l'IGAD ou l'Union africaine. Et je pourrais en ajouter à la liste. On a à la fois la complexité d'organisation, souvent en concurrence, souvent préoccupée par elle-même, et la fragmentation et la complexité des origines et de l'enracinement social des conflits. Permettez-moi un autre exemple. Dans les régions du centre du Nigeria, on met l'accent sur les tensions entre bergers et agriculture. J'ai travaillé là-bas de façon intermittente au début des conflits entre 2003 et 2010. Dans l'ensemble, les bergers sont musulmans et les fermiers sont chrétiens. Bien, c'est évident que c'est un conflit essentiellement religieux, mais non. Les éleveurs, quand même, sont du clan Fulani et les fermiers appartiennent à d'autres groupes. Donc, est-ce que le conflit est essentiellement ethnique? Non. Est-ce qu'il est dû au changement climatique qui pousse les éleveurs vers le sud avec leur bétail? Pas complètement. Peut-être qu'il est dû à la politique, pas entièrement. Personne, en tant qu'individu, ne peut toutes les origines d'un tel conflit. Typique dans notre monde du XXIe siècle, le plus grand danger quand on travaille pour la paix, c'est de simplifier la complexité. Alors, je sais que je dois paraître assez pessimiste et il faut réfléchir au fait qu'il y a moins de conflits aujourd'hui que dans le passé. Mais je veux maintenant faire quelques suggestions, des suggestions probablement trop simplifiées, mais je n'ai que 4 minutes de reste. En premier lieu, il faut reconnaître que la peur de l'autre et la soif du pouvoir, tout comme le désir de paix, sont des sentiments profondément humains, impossibles à éliminer. Construire la paix doit donc se faire avec la réconciliation comme objectif et pas seulement la paix. Ce mélange de réconciliation compliquée, de structures pacifiques, de société, de justice et de pardon, même la miséricorde. La réconciliation, c'est transformer une dispute violente en un désaccord non violent. Ce n'est pas de se mettre d'accord, mais c'est développer la capacité d'un bon désaccord. On peut avoir la paix sans réconciliation, je dirais comme en Irlande du Nord, où le conflit ne fait que dormir. Deuxièmement, la réconciliation doit se faire avec les personnes humaines. On ne peut pas l'imposer, c'est avec. Quand on travaille avec les autres plutôt que pour les autres, les complexités se révèlent. Ce n'est que ceux qui sont impliqués dans un conflit qui peuvent accomplir la réconciliation. C'est un concept qui, pour moi, est profondément chrétien à travers l'incarnation du Christ et son titre Emmanuel,
qui veut dire Dieu est avec nous, pas pour nous. Troisièmement, il faut mettre de côté les attitudes coloniales qui travaillent de haut en bas et prétendent que nous, dans les nations occidentales, sommes supérieurs. Le colonialisme de droite et de gauche est imbué de cette supériorité qui dit trop facilement que le médiateur externe, venant souvent des pays riches, pas toujours, mais souvent, celui qui gère la réconciliation est plus avancé. Et on oublie facilement les structures actuelles d'oppression systématique à travers le commerce international, la manipulation des pays les plus pauvres, les abus de paradis fiscaux et notre complicité avec la corruption. Finalement, on doit absolument mobiliser les groupes et organisations indigènes. Un autre exemple, l'évêque anglican de Goma au Congo est un de mes héros. Quand Goma était assiégée et que tout le monde fouillait, l'Église était présente. Un accord de paix a permis à la plupart des ONG de revenir. Et maintenant, dans un diocèse en guerre et ravagé par l'Ebola, il va dans les régions aux prises des milices à grand risque personnel. Il s'occupe de ceux et celles qui ont été attaqués. Il organise des compétitions en football. Et ensuite, il enseigne la réconciliation aux joueurs qui sont des jeunes soldats. Ma femme Caroline travaille avec les épouses des évêques dans des zones de conflit parce que les épouses des évêques sont toujours là pour partager un encouragement spirituel et offrir de la formation à la réconciliation. Ces femmes, étant toujours présentes avec les peuples, vont à leur tour partager, encourager et former les femmes dans leur paroisse et contribuent énormément à travailler de façon locale. En 10 minutes, on ne peut presque rien dire, mais j'espère avoir esquissé quelques idées utiles. Il y a 6 semaines, après des années de préparation, a eu lieu une rencontre historique au Vatican entre les dirigeants politiques et religieux du Soudan du Sud avec le pape, moi-même et le modérateur de l'Église presbytérienne écossaise, le premier exemple de ce type de réunion depuis l'époque de la Réforme. Cette rencontre a contribué un peu aux efforts de paix et de réconciliation, mais c'était aussi le résultat du travail de l'ONU, des gouvernements britanniques, de la communauté européenne, des Français, les Américains, IGAD, des ONG courageuses comme MSF et bien d'autres. Ce n'est qu'en rassemblant cette expertise, en reconnaissant la complexité et en passant du temps avec les acteurs du conflit que l'on peut commencer à adresser la complexité des guerres actuelles. Merci à vous. À vous écouter, on comprend bien que les faiseurs de paix sont multiples aujourd'hui. Ruby Bridges Hall, est-ce que vous vous considérez comme une faiseuse de paix? Vous avez une fondation avec laquelle vous luttez contre la ségrégation, contre le racisme. Donc l'idée de l'altérité qui fait peur, mais qu'on peut essayer de réconcilier, est-ce que ça aussi, ça fait partie des actions pour la paix? I'm sorry, I took my translation off, but I first want to say thank you for the opportunity to be a part of this Peace Forum. I'm sitting here with distinguished guests, and I have to say that I wouldn't label myself. I'm a little bit uncomfortable calling myself a peacemaker. What I can say about myself is that I
tried really hard to be obedient to what I believe my calling and my mission in life is. Because of my experience coming from the point of view of a 6-year-old, I chose to work with children and young people. Being thrust into the middle of the civil rights movement in the United States at 6 years old and not really understanding what all of that was about during that time. I hear people all the time say that I was so brave and had so much courage, and I have to say that I didn't feel that way at all. My parents were not formally educated. They were sharecroppers in a small town in Mississippi and were not allowed to be educated. And so they've jumped at the opportunity to expose their children to opportunities that they didn't have, and that is to have a better education. I found myself, the first day of school, going into an empty school building the minute I got there. 500 kids walked out of school that day because people felt like they did not want their children to attend school with a black child. It was very, very hard for me trying to figure out exactly what was going on around me. But what I can say is that what I believe protected me was the innocence of a child. And I soon came to realize that actually, if we are going to get past our racial differences, that I believe it's going to come from our young people and from kids. We all know that none of our babies are born knowing anything about disliking one another. Each and every one of us, we come into the world with a clean heart, a fresh start in life. And I decided that I needed to work with young people to help them to understand that racism and bigotry has no place in the minds and hearts of our children. It is us, we as adults, we have kept this alive by using our kids to spread it. Racism and bigotry and hatred is a disease that we really can't control. I decided that if I explained my story to kids in the hopes that they would understand that no child should be subjected to what I was subjected to back in 1960. I believe because all of us, we have such different experiences, then our approach to peace would naturally be different. So mine is actually working with kids, helping them to not take on racism, hatred, and bigotry once they are confronted with it and passed on. I honestly believe today what we see playing out before us is much more serious than what we think. And because I stand on my faith, I believe in my faith. It is what carried me through. It is what carried my parents through during that time. I believe that what we see playing out before us today is more about good and evil. And good and evil comes in all shapes and colors. I believe that we do ourselves a disservice when we look at one another and decide that a person isn't worthy of or good enough to be our friends or love or live next door to or work with. You can't look at someone and tell whether they're good or evil. You have to allow yourself an opportunity to get to know them. And that's actually what happened to me at 6 years old. I believe the lesson that I took away in that classroom at 6 years old, the person that greeted me every day, despite the mob outside of that school, was a white woman who came from Boston to teach me when teachers actually quit their jobs and refused to teach black kids. This woman became like another mom to me.
And I soon realized, even at 6 years old, that I couldn't judge her the same way as I could judge the people outside, the mob that was there to keep me out of the school. She was there for me for a whole year. It was just her and I in an empty school building that year. So I always say that the lesson that I took away in first grade was not reading, writing, and arithmetic. It was actually the fact that I could not look at this person and judge her the same way as I would judge the people in the mob. It is the lesson that Dr. King gave his life trying to pass on to us, that we should never judge a person by the color of their skin, but by the content of their character. That is the lesson that I travel with across the country, trying to pass on to our kids. Good and evil, I believe, is what we're faced with. And I believe that we are doing ourselves a disservice to think that it's more than that. Evil only wants an opportunity to work through us. Evil doesn't care what we look like, where we come from. Evil just needs an opportunity for you to open yourself up and to allow evil to work. But the good news is so does good. Good only wants an opportunity to work through us. And if we continue to pick and choose what good looks like, then evil will win, because evil doesn't care. Evil isn't prejudiced. And I often say that I know evil firsthand, because I bore 4 sons, but I only have 3 sons. And that is because evil stood over my child and actually took my child away. But the good news, even in that, is that good came along. Good picked up my son and drove him to the hospital. Good allowed us an opportunity to say our goodbyes. My son lived 4 hours because good came along. We have got to understand that it is time for us to come together. If we all consider ourselves good, then we have to unite. Evil is going into our schools, our universities, our synagogues, our churches, and shooting and murdering our kids. Even in the United States, children have taken to the streets because they demand the right to go to school without being shot down and murdered. And that is because of evil. So my approach to peace is to bring our children together, hopefully helping them to understand that racism has no place in the hearts and minds of our kids. That is my approach to peace, because I believe that at the end of the day, it is going to be our kids that are going to change the direction that our world is headed in. Merci pour ce témoignage. La lutte entre le bien et le mal pour faire la paix, la lutte contre la ségrégation, le racisme, la différence pour éviter les conflits. Est-ce que la prévention, finalement, ceux qui tentent de prévenir les conflits ne sont pas les faiseurs de paix, les vrais faiseurs de paix? Qui veut répondre à cette question? Bertrand Badi, Hubert Védrine. Évidemment oui, c'est je crois dans la logique de cette réflexion sur humaniser la paix. Et humaniser la paix, c'est s'interroger sur le malaise des sociétés et prévenir le malaise des sociétés. Autrefois, la guerre était une pure compétition de puissance, donc elle était déterminée par un jeu mécanique des stratégies politico-diplomatiques. Aujourd'hui, le principal facteur de guerre est à trouver dans le malaise, dans les pathologies des sociétés. Et donc, la principale des paix, c'est savoir justement contenir les risques inhérents aux sociétés qui sont soit en situation de décomposition, de désinstitutionnalisation, d'absence de contrat social. Mais le grand problème de la diplomatie préventive, c'est que, à part les bonnes volontés qui la mènent, personne n'en veut. Aux yeux de l'électeur,
c'est une dépense inutile. Il n'y a pas de guerre. Pourquoi allons-nous investir dans la prévention d'une guerre qui peut-être n'aura jamais lieu ? Dans les yeux des acteurs politiques, la prévention, eux qui sont encore à l'ancien temps, paraît un jeu brouillé par rapport à la stratégie clausewitzienne classique. Il ne faut quand même pas oublier que Clausewitz, en question, disait une chose terrible sur la guerre. Il disait « la guerre consiste à terrasser l'ennemi ». Cette notion de terrasser l'ennemi ne fait plus aucun sens aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Hubert Védrine? Parce qu'on vous a vu tout à l'heure qu'il n'étiez pas exactement sur le même plan que Bertrand Badi. Ah, oui. Ça marche. Je ne suis pas en désaccord global non plus. Non, non, nous l'avons bien compris. Faut nuancer. Non, je veux dire simplement qu'il faut distinguer les mécanismes classiques qui conduisent au conflit ou à la guerre. Comment est-ce qu'on les prévient, comment on les empêche. Et puis d'autre part, l'idée d'une sorte de bien-être universel, général, qui concerne tous les aspects de la vie sociale, écologique, économique. Là. Bon, c'est quand même géant, ça, c'est très compliqué. Mais donc, je ne suis pas en désaccord avec ce qu'il admet. Si vous prenez par exemple la question israélo-palestinienne, les critères qui sont dominants ce matin ne s'appliquent pas. Sinon, il y a belle lurette que ce serait réglé. Donc, il y a des domaines où on est quand même dans le mécanisme de conflit, de tension, de rapport de force. On pourrait prendre ce cas particulier en disant sur qui est-ce qu'il faudrait faire pression, qu'est-ce qu'il faudrait rassurer, qu'est-ce qu'il faudrait convaincre. Vous voyez. Après, l'ensemble des facteurs préventifs, si on les élargit, c'est un gros inconvénient, c'est que quand ça marche, ça ne se voit pas. Puisque finalement, le malaise a été dominé. Par exemple, l'État-providence en Europe depuis des décennies a joué un rôle apaisant extraordinaire. Maintenant, il est un peu impossible à financer, mais pendant des décennies, ça a été énorme. Vous voulez dire qu'on ne sait pas si un conflit a pu être évité par une action préventive, puisqu'en l'occurrence, il n'a pas eu lieu. Quand le conflit n'a pas éclaté, finalement, on ne sait pas à qui dire merci. Et je pense que l'ensemble des diplomaties, sauf dans quelques cas particuliers où ce sont des diplomaties agressives, il n'y en a pas beaucoup, il y a des dizaines de milliers de diplomates tout le temps, chaque jour, même à 7 minutes, qui font de la prévention de la paix. Parce qu'ils passent leur temps à essayer de trouver des solutions négociées à des choses qui pourraient dégénérer. Là, ce n'est pas le bien-être social, c'est encore autre chose. Donc l'immense inconvénient de la prévention, c'est que c'est ingrat, quoi. On n'en voit pas le résultat. Mais l'immense avantage, c'est que... On pourrait faire la liste des conflits qui n'ont pas éclaté, finalement, vous voyez, ou des sociétés qui ont finalement surmonté leurs contradictions. Il y aurait une histoire positive à faire de tout ça. La place des droits de l'homme, vous êtes représentant des droits de l'homme pour l'Union européenne, Eamon Gilmour. Quelle est-elle, cette place-là? Et est-ce qu'elle est compréhensible dans toutes les sociétés et dans tous les pays où vous pouvez agir? No, it's not. And in the current world, I think we're seeing a shrinking of civil society space. I think we're seeing a growth of authoritarianism. I think we're seeing a lot of pressure on human rights throughout the world. And whether we're talking about economic and social rights or civil and political rights, and sometimes these are put at odds with each other, and I think that's a bit of a false dichotomy. Ultimately, the denial of human rights leads, in many cases, to conflict situations and certainly gives rise to the circumstances where conflicts can arise. And therefore, I think we have to look at the protection of human rights in its broadest sense to ensure that the circumstances which give rise to conflict are not allowed to grow. There is a lot of emphasis these days on preventative diplomacy. I'm not sure that you can totally prevent conflicts. What I think we have to try to do is to reduce the risks of conflicts taking place, and I think the protection of human rights is part of that. Ultimately, if a conflict takes place, the conflict ends up being resolved by discussion around a table. So, you know, the meat eaters or the herb eaters, you know, if there is a perception that
the meat eaters are strong and the herb eaters are weak. Well, every conflict ends up with the herb eaters. So I think the challenge for us probably is to try and get a bit more support for the herb eaters from an earlier stage. Nous allons bientôt terminer cette table ronde. Hélas, nous l'apprenons, Jean-Marie Guéhenno, secrétaire général adjoint du département aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, ne pourra pas être avec nous. On a pensé à un moment qu'il pourrait conclure cette table ronde, mais ce ne sera pas le cas. L'ONU, justement, on en a finalement peu parlé, il n'était pas là, mais ce sera la dernière question de cette table ronde. Quel est encore son rôle à jouer aujourd'hui? Est-ce qu'elle doit s'adapter? Est-ce qu'elle doit changer? Est-ce qu'elle est au bout d'un processus? Évidemment, on a l'habitude, quand on parle de l'ONU, de penser immédiatement au Conseil de sécurité. C'est vrai que le bilan du Conseil de sécurité sur le plan de la paix est un bilan pour le moins mitigé. Mais le Conseil de sécurité, je dirais avec un peu de provocation, ce n'est pas le multilatéralisme. Le Conseil de sécurité, c'est l'oligarchie. C'est le veto des grandes puissances, c'est le blocage de toute résolution dès lors qu'elles peuvent avoir un sens par rapport à la paix. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont posé 45 fois leur veto sur les questions liées au conflit israélo-palestinien. Mais à côté de cette ONU, très médiatisée, il y a une ONU à laquelle il faut rendre hommage et qui a été extraordinairement productive sur le plan de la paix. C'est ce que le grand Kofi Annan appelait le multilatéralisme social. Il faut rendre grâce à l'OMS et aux campagnes de vaccination qui ont été faites de par le monde et qui ont permis, par exemple, d'éradiquer la variole du continent africain. Ça, c'est faire la paix. Il faut rendre hommage à la FAO, au Programme alimentaire mondial. Il y a, hélas, encore 825 millions de personnes sur Terre qui souffrent de la faim, mais elles étaient déjà 825 millions il y a 60 ans, lorsque la population mondiale était la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui prouve que les agences onusiennes en matière de sécurité alimentaire ont une vraie capacité d'action. Il faut rendre hommage au commissariat aux réfugiés, il faut rendre hommage à l'UNICEF, il faut rendre hommage au PNUD, que je signalé tout à l'heure. La vraie révolution en matière de paix, elle a été faite en 1994 par le rapport du PNUD, Freedom from Fear, j'y faisais allusion tout à l'heure, qui expliquait que la vraie paix, c'était libérer l'être humain de la peur. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister, parce que je crois qu'on a été tous d'accord dans ce panel, le véritable ennemi de la paix, c'est la peur. Et il faudrait écrire cette sociologie mondiale de la peur et voir les ravages qu'elle produit. Et peut-être que le PNUD a compris ça avant tout le monde en disant « libérons d'abord les êtres humains de la peur et on aura plus de paix ». Donc il y a un bilan très fortement positif des Nations Unies, mais on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, surtout aujourd'hui. Oui, ça c'est vraiment d'actualité. Un dernier mot, je vois que vous voulez réagir, Hubert Védrine, et ça sera vraiment le dernier mot parce que nous sommes obligés de conclure. Sur l'ONU, je pense que la distinction faite par Bertrand Badi est exacte entre ce qui relève de la sécurité, Conseil de sécurité, et l'ensemble du travail qui était fait par toutes les organisations qui dépendent de l'ONU, spécialisées, c'est la coopération internationale en termes simples. Donc c'était en effet important, très utile, très efficace, et le monde serait pire sans ça. En revanche, sur la question de la paix et de la guerre, il y a un vrai risque, c'est de croire que l'ONU est une sorte de puissance supérieure, et face à une crise, quand on dit que fait l'ONU, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que le Conseil de sécurité, les 5 membres permanents sont souvent divisés, mais s'il n'y a plus de membres permanents et s'il n'y a plus de veto, toutes les puissances sortent. À Yalta, quand l'ONU actuelle a été conçue, il était clair que les États-Unis, la Chine, qui n'était pas Yalta, la Grande-Bretagne, la Russie, l'URSS n'entrerait pas dans une nouvelle société des nations s'il n'y avait pas un Conseil de sécurité et s'il n'y avait pas un droit de veto. Si par je ne sais quelle opération le droit de veto disparaît, les États-Unis sortent, la Russie aussi, la Chine aussi, Israël naturellement tout de suite. Et donc il y a des pays qui font entre eux de la coopération internationale, ce qui est très sympathique et très utile. Mais sur la question de
la vraie sécurité internationale, la paix et la guerre, on se retrouvait dans une situation antérieure. Donc, ma seule remarque, c'est n'attendons pas des choses impossibles de l'ONU. Ayons des attentes raisonnables. Et on revient au Conseil de sécurité qu'il faudrait élargir pour qu'il soit plus représentatif. Donc, on revient à la question de l'accord entre les puissances, ce qui est archi classique, je suis désolé, l'accord entre les puissances. Et ça nous ramène à la question que je posais. Est-ce que les États-Unis et la Chine réussiront à trouver un compromis entre eux pour ne pas aller trop loin dans l'escalade du bras de fer sur la puissance qui a commencé maintenant? Mais pour ça qu'il faut le dissocier de tout le reste, vous voyez. Santé, éducation, alimentation, c'est autre chose. Eh bien, je pense que le débat sur les faiseurs de paix n'est donc pas terminé, mais vous avez encore 2 jours, je crois, pour en parler. Merci en tout cas à vous d'être venus alimenter cette table ronde. Merci infiniment. Bien. Alors, est-ce que ça marche? Voilà, mesdames et messieurs, merci pour ce très beau panel. La séance continue. Nathalie Renaud avait une mauvaise nouvelle tout à l'heure.